tous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre en ce mardi matin, il est 8h05 et on va accueillir notre invité avec qui on va passer les 40 prochaines minutes. C'est Sam Zira qui est avec nous. Salut Sam. Bonjour, comment ça va ? Très bien, et toi ? Fraîchement, matinalement. On est très heureux de t'accueillir sur Move pour t'interviewer. Valentin m'a rejoint. Salut Valentin. Salut Virginie et salut Sam. Salut Valentin. Heureux de te recevoir ce matin. Et salut à vos auditeurs. Oui, c'est vrai. Et on est un petit peu, alors Valentin, c'est vrai, avec une encyclopédie humaine de la télé-réalité, on peut dire ça comme ça ? Je pense que tu peux le dire, Virginie. Sam, t'es peut-être le youtubeur le plus identifié dans le domaine de la télé-réalité et depuis quelques années aussi de l'influence. Il y a 10 ans, tu publiais ta première interview en toute intimité et depuis, tu as reçu des dizaines et des dizaines de candidats et de candidates issus de ces émissions. Tes vidéos, elles cumulent les centaines de milliers, voire parfois les millions de vues. Dedans, tu t'autorises à parler de tout, voire même parfois de choses assez trash, on va en parler. Mais avant ça, comme je disais, voilà, ça fait 10 ans que tu interviews des candidats, des influenceurs, puisqu'aujourd'hui les deux vont de pair. Qu'est-ce qui te reste à apprendre sur la télé-réalité que tu sais pas encore ? Est-ce que tu as toujours la même curiosité quand tu reçois des candidats ? La même curiosité, oui, parce que la télé-réalité, c'est un univers qui a une capacité d'adaptabilité incroyable. La télé-réalité, c'est un véritable caméléon. Il faut suivre, c'est-à-dire les candidats de télé-réalité d'il y a 10 ans ne sont plus les candidats de télé-réalité d'aujourd'hui. Ce sont devenus des influenceurs et les influenceurs d'aujourd'hui sont devenus des médias petit à petit. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister à une mutation du candidat de télé-réalité et du monde de l'influence où tout un chacun en fait devient un véritable média. Donc t'es pas là, il y a vraiment des choses, des mutations à découvrir, à étudier. Oh, complètement. Et avec toi, on fête les 10 ans de ta chaîne YouTube ce matin, chaîne sur laquelle tu interviews de nombreuses stars de la télé-réalité. Alors ta toute première interview en toute intimité, petit flashback, ça ressemblait à ça. Raphaël, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes né médiatiquement à l'été 2013 en participant à l'Île des Vérités 3 sur Énergie 12. Vous avez ensuite enchaîné les programmes avec Les Princes de l'Amour 2 sur W9 et en ce moment Les Anges de la télé-réalité 7. Buzz, Clash et franc-parler sont vos marques de fabrique. Mais aujourd'hui, je vous invite à profiter de ce cadre calme et serein pour pouvoir vous confier. Je reçois Raphaël Pépin en toute intimité. Mais alors, qu'est-ce que tu ressens en écoutant ça ? Fait du chemin quand même. Hein. Ça me fait très bizarre, Déjà, je vous voyais mes invités. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça a changé déjà. À l'époque, oui, ça a changé, mais c'était une volonté pour vous faire une petite confidence. T'étais en chemise et tout, petite cravate. Oui. Mais ça, c'était ma déformation professionnelle parce que je venais, moi, du secteur de la vente de luxe. Donc, j'avais l'habitude d'être en costume tous les jours, de porter la cravate, les petites chaussures noires bien cirées, etc. Et on se vous voyait même entre collègues, on voyait les clients, etc. Donc c'était une vraie déformation professionnelle. Et quand je suis arrivé, je voulais vraiment casser les codes de ce qui se faisait dans la télé-réalité. Je trouvais que c'était hyper trashouille et que les personnalités de télé-réalité n'étaient pas questionnées et reçues à leur juste valeur. Et donc j'ai voulu faire l'extrême opposé. C'était un peu trop extrême peut-être. Voilà. Mais en tout cas c'est marrant de le réentendre. Ouais. Sam, peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui sont pas très familiers de la télé-réalité, moi j'ai envie qu'on reparte un peu des bases. Toi, ton amour de la télé-réalité, d'où il vient à la base ? Alors moi j'ai pas d'amour de la télé-réalité à la base. Moi j'ai l'amour de l'humain, j'ai l'amour de la question, j'ai l'amour de l'interview, j'ai l'amour de l'intérêt pour les autres. Voilà. Dans tous les métiers que j'ai pu faire, que ce soit la vente, donc dans le prêt-à-porter, le maquillage, parce que j'ai un parcours dans les cosmétiques aussi, ou même à l'école, ma matière préférée c'était la philosophie. C'était une révélation en première. Ça a été vraiment l'introspection, le questionnement, se poser des questions, raisonner, faire des réflexions. Comprendre les autres, Voilà, se forger des opinions, me mettre à la place des autres. Ça, c'était ma véritable passion. Après, que ce soit la télé-réalité, c'est la continuité d'opportunités. Enfin, c'est une somme d'opportunités que j'ai pu avoir et la continuité d'une passion que j'avais étant adolescent. J'étais abonné au magazine Closer, Voici, Public, que je recevais toutes les semaines et que je décortiquais avec ma meilleure amie. J'adorais ça. Et c'est quoi l'émission de télé-réalité qui t'a fait te dire quand même il y a un truc qu'il faudrait que je creuse et ça m'intéresse d'aller rencontrer les candidats, les candidates ? C'est pas les émissions de télé-réalité qui m'ont donné envie de creuser, c'est vraiment les candidats eux-mêmes. Je trouvais que c'était des personnalités ambivalentes, que c'était des personnalités intéressantes avec des incohérences, mais comme tout le monde, parce qu'au final on est des êtres humains, on est donc des êtres remplis d'incohérences du matin au soir, et je voulais creuser, je voulais savoir ce qui se cachait derrière les buzz, je voulais savoir ce qui se cachait derrière les polémiques, je voulais savoir ce qui se cachait derrière les sourires apparents. Et souvent il y a des histoires qui sont très fortes, et je me suis rendu compte avec l'expérience que la plupart des candidats de télé-réalité sont castés justement pour leur histoire de vie et leurs problématiques complexes. Ouais.
Quand tu as commencé à t'intéresser à ça, comment ton entourage a réagi ? Est-ce que au début, ils le voyaient d'un mauvais œil ou est-ce qu'au contraire, ils t'ont plutôt encouragé ? Comment ça s'est... J'ai la chance d'avoir toujours été encouragé par mes proches, par mes parents et par mes amis. Mais c'est vrai que j'ai pu entendre forcément des « Ah, mais c'est un effet de mode, ça va pas durer. Mais qu'est-ce que tu feras après, une fois que tu les auras tous interviewés ?» Ça fait 10 ans. Mais voilà, ça c'est la chose que j'ai entendue régulièrement au début. Bon ben voilà, il y a 10 ans derrière moi aujourd'hui. J'espère peut-être que je serai encore là sur les 10 prochaines années. En tout cas, si je serai là, c'est parce que je le veux. Ou si je ne suis plus là, c'est parce que je ne le veux plus. Là, tu veux rempiler sur 10 ans, là ? Je sais pas, je me pose la question en ce moment. Non, très sincèrement. Je me questionne. Je me demande si j'ai envie de tout arrêter ou si j'ai envie de continuer encore pour 10 ans. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à faire les choses à moitié. Donc, c'est soit je fais tout. Ah ouais, c'est carrément potentiellement tout arrêter. Franchement, ouais. Ouais. Mais il aurait fallu que ce soit là, c'est trop tard pour tout arrêter. Je pense qu'il aurait fallu s'arrêter aux 10 ans. Là, t'as pas arrêté aux 10 ans tout pile, donc c'est reparti pour 10 ans. Pourquoi te dire que tu veux tout arrêter maintenant alors que ta chaîne a 2 millions d'abonnés, que ça fonctionne bien, que tu vois, j'imagine que tu dois pas avoir un seul candidat qui te dit non, je veux pas venir. Pourquoi ? Bien sûr, mais le rythme, c'est un rythme effréné que je tiens quand même depuis 10 ans, où les vacances n'existent pas, le calme n'existe pas, décrocher n'existe pas. C'est vraiment du lundi au dimanche, tout le temps, avec un rythme de tournage et de pression psychologique et même de détracteurs qui veulent te voir tomber, parce que tu finis par devenir la tête à abattre. Plus tu prends des abonnés, plus tu prends de la lumière, et ça c'est quelque chose que j'avais pas vu venir. Moi je croyais que c'était le monde des bisounours. et j'ai eu plein de déconvenues, que ce soit dans ce milieu-là, et parfois c'est vrai que pour la santé mentale, pour le moral, c'est éprouvant, c'est fatigant. Je n'ai pas de vie sociale, je me plains pas parce que j'adore ce que je fais, je suis passionné, et quand je ne le fais pas, je m'ennuie, mais je n'ai pas de vie sociale. Je me suis coupé de tout, ce métier m'a coupé de tout, vraiment. T'es peut-être trop dans l'extrême, non ? Pardon, on va faire l'introspection, mais peut-être que tu peux juste publier un peu moins de vidéos. Pourquoi tout arrêter ? C'est un peu tout ou rien, quoi. Je n'y arrive pas, je suis boulimique de la création de contenu, vraiment. Et j'ai une dépréciation de moi-même si je ne crée pas. J'ai l'impression que j'ai moins de valeur, que je suis moins bien, que je suis moins efficace. Donc je pense qu'il va falloir que je travaille sur les mois à venir sur une déconstruction de tout ça. Et peut-être même que j'aille voir un psy. Intéressant. Ouais, avec ça, Zira, ce matin, on fête les 10 ans de ta chaîne YouTube, on le disait donc il y a quelques minutes, chaîne sur laquelle tu interviews de nombreuses personnalités de télé-réalité. D'ailleurs, j'ai vu que tes sources d'inspiration, c'était les américaines Oprah Winfrey ou encore Ellen DeGeneres. C'est vrai, ça te vient des États-Unis, ce truc-là, ce mélange entre interview et show, en fait. Mais quand tu fais de l'interview, je pense que tu ne peux pas passer à côté du travail d'Oprah Winfrey, qui est quand même la prêtresse de l'interview et du divertissement, de l'infotainment aux États-Unis. Ellen DeGeneres, parce que elle est très habile avec le divertissement. Les shows sont incroyables. D'ailleurs, il n'y a pas d'équivalent en France. Et The View, le talk aussi, je m'en suis pas mal inspiré pour Aja. J'ai pas regardé ailleurs, j'ai vraiment scruté The View, où tu as toutes ces femmes autour d'une table qui donnent leur opinion de façon déterminée, qui savent dire merde, qui savent dire fuck. Et je trouve que c'est pas évident dans notre société de dire merde et de dire fuck et d'imposer sa personnalité avec autant d'aplomb. Donc ça a été une vraie source d'inspiration, oui. Avec 10 ans de carrière derrière toi, forcément la télé-réalité entre-temps elle a beaucoup évolué. Et là où il y a notamment une grosse évolution, c'est sur les violences sexistes et sexuelles. Il y a encore pas si longtemps, ça faisait un peu partie du format, des histoires qui se passaient dans certaines émissions. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une prise de conscience vraiment forte du problème dans ces émissions ? Oui, parce que je me suis senti longtemps abandonné face à ce sujet. J'ai d'ailleurs été mis au placard à un moment donné par certaines boîtes de production, et je le savais, je l'ai fait en tout état de cause. Je préférais privilégier une vérité de l'information et la liberté d'expression des personnalités que je recevais, plutôt que de leur mettre un deuxième coup de massue qu'elles avaient déjà pu avoir dans certaines téléréalités ou auprès de candidats qui étaient responsables de gestes inacceptables ou d'actions totalement inappropriées. Et j'ai pu le faire aussi petit à petit grâce à certains médias institutionnels qui se sont emparés du sujet et qui ont pu faire des enquêtes et qui ont mis de côté le côté snob qu'on peut avoir en tant que média institutionnel avec la
la télé-réalité en se disant non, en fait la télé-réalité c'est un sujet de société, c'est un vrai sujet de pop culture. La télé-réalité c'est de la politique et c'est un chroniqueur que j'aime beaucoup, un éditorialiste que j'aime beaucoup et qui je travaille depuis peu qui s'appelle Pablo Pillot-Vivien, qui au détour d'une discussion m'a dit mais en fait Sam, tu ne te rends pas compte que ce que tu fais c'est de la politique. Quand tu parles de sexisme, c'est de la politique que tu fais. Quand tu parles de pervers narcissique, c'est de la politique et c'est dommage que les législateurs ne s'emparent pas plus justement de ces sujets qui nous touchent tous. Au début, tu avais du mal à aborder ces sujets-là ou c'est un truc qui est venu assez naturellement dans les interviews quand les... Alors non, moi au départ j'avais de mal à aborder aucun sujet, mais c'est certaines boîtes de production qui te font comprendre qu'il ne faut pas aborder certains sujets. Quand j'étais invité à certaines conférences de presse, ça m'arrivait d'avoir des briefings parfois où certaines directrices ou directeurs de la communication de chaînes me disaient alors... Aucune question sur le sexisme, hein. Ah ouais, d'accord. Aucune question sur les accusations d'agression sexuelle. Et le problème, c'est que je le faisais quand même. Ouais. Donc on t'invitait plus. Ouais. Et par la suite, on m'invitait plus. Et c'est pas grave. Et je me suis dit, c'est pas grave. Je préfère qu'on ne m'invite plus. Et je préfère être droit dans mes baskets, droit dans ce que j'ai envie de faire, droit dans mes questions. Tant pis. Et 10 ans après, je suis encore là. Ils n'ont pas réussi à me mettre au placard. Vous ne ferez pas taire Sam Zira. Mais c'était il y a combien de temps à peu près ça qu'on te disait pas de questions sur le sexisme? C'était il y a combien d'années? Oh, c'est arrivé, ça c'était en 2017, 2018, 2019. Donc, l'eau a coulé sous les ponts, mais c'est quand même pas si vieux. Aujourd'hui, tu sais s'il y a des choses qui sont faites dans les productions pour protéger justement les victimes? Il n'y a pas grand-chose qui sont faites aujourd'hui. La seule chose qui protège les victimes, c'est l'opinion publique. C'est l'opinion publique. L'opinion publique, les personnes, les utilisateurs des réseaux sociaux, c'est eux aujourd'hui qui ont le pouvoir. C'est eux qui disent ce qu'ils ne veulent plus voir. C'est eux qui disent ce qu'ils veulent voir. Malheureusement, les chaînes travaillent en fonction de cet écho-là, de ce retour-là. Donc s'ils sentent une pression plus importante que la leur pour conserver l'image d'un programme dit familial qui au final, pour la plupart, ne l'est pas du tout, eh bien, c'est grâce aux auditeurs, c'est grâce aux utilisateurs des réseaux. Il y a un autre truc aussi, une idée qui est un peu prégnante sur la télé-réalité, qui est peut-être une idée reçue, mais c'est que pour continuer à en faire, il faut absolument avoir fait de la chirurgie esthétique. Est-ce que c'est un cliché ou est-ce que c'est quand même une vérité dans ce milieu-là? Ah bah c'est surtout très triste, mais ça a été une vérité malgré les candidats eux-mêmes qui sont victimes, je pense, de ce cercle vicieux, dans le sens où on a observé que la plupart des candidates, fut une période qui était prise et reconduite dans les émissions de télé-réalité, étaient celles qui avaient les physiques les plus volumineux, mais les plus modifiés par la chirurgie esthétique. Après, il est important de dire que les femmes font ce qu'elles veulent de leur corps, les hommes font ce qu'ils veulent de leur corps. Si tu as envie d'avoir plus de volume, fais-le. Si tu as envie d'être skinny, fais-le. Par contre, ce qui est très important, c'est d'arrêter de prendre le corps pour une mode et de le traiter comme une trend. On ne passe pas d'un BBL ultra volumineux à je suis skinny et j'en fais la promotion, parce que derrière il y a des conséquences, il y a des personnes qui suivent ce qu'ils estiment être une tendance. Je pense qu'il doit y avoir quand même un gros travail de préparation en amont, parce tes candidats te font beaucoup de confidences quand ils arrivent. Comment ça se passe? C'est-à-dire que tu leur parles beaucoup avant. Pour certains, vous vous connaissez. Comment t'en arrives là? Est-ce qu'ils soient complètement ouverts comme ça? Alors moi, je copine pas. Déjà, il y a des personnalités avec qui je m'entends mieux que d'autres, avec qui j'ai plus d'affinité que d'autres, comme dans la vie. Bien sûr, je n'ai pas d'amis dans ce milieu-là. J'ai très, très, très vite compris qu'il ne fallait surtout pas avoir d'amis, parce que c'est se tirer une balle dans le pied d'avoir des amis dans ce milieu-là, parce que ça déforme la vérité, l'information, la liberté de parole, parce que très rapidement tu te rends compte que sinon tu ne peux plus dire, ou que tu dois dire certaines choses sur eux. Donc déjà, c'est important de ne pas avoir d'amis dans ce milieu-là, c'est beaucoup plus sain. Et pour la préparation, c'est un gros travail de préparation, de recherche, que ce soit l'ensemble des réseaux sociaux, les premiers posts, les carousels en entier, les messages subliminaux dans les POV, etc. Les POV, un POV, c'est... les POV qu'on voit sur TikTok. Point of view que tu vois sur TikTok, et tu dis un petit peu ton move. Et j'ai remarqué au travers des POV qu'on pouvait apprendre énormément. C'est vrai. Sur l'état d'esprit d'une personne. Oui. T'as bien raison. Ouais. Pour quelques minutes encore, on est avec Sam Zira. Sam, je le rappelle, tu es youtubeur depuis 10 ans maintenant. Tu reçois des stars de télé-réalité sur ton canapé. Alors, c'est des candidats, c'est vrai, qui pour beaucoup ont été accusés d'être des influ-voleurs. C'est un terme d'ailleurs qui a été popularisé par Booba. Toi aussi, tu as dénoncé ces dérives sur ta chaîne. À quel moment t'as senti qu'il y avait un vrai problème?
Oh là là, moi je l'ai fait déjà il y a très longtemps, ça s'appelait dans la rubrique les placements déplacés. J'avais même créé un jingle parce que j'adore chanter, voilà, ça faisait les placements les placements déplacés. En fait, l'idée, c'était de dénoncer, mais tout en faisant du divertissement pour rendre le truc un petit peu plus absurde. Déjà que ça l'était beaucoup, tu vois. Et au travers des placements parodies, déplacés, oui, pas vraiment des parodies, c'était plus pour dire, en vrai, on assistait à des placements de produits qui étaient tellement ridicules, tellement risibles. T'as une idée, enfin, tu penses à quelque chose en particulier ? Non, là comme ça me vient pas, mais quand tu vois certaines influenceuses prendre le sac à main qu'elles n'achètent pas du tout parce que dans leur dressing tu vois des Chanel, tu vois des Hermès et tout, et tu vois un sac, tu ne connais pas du tout la marque, et tu les vois renifler le truc comme si elles étaient des fétichistes du cuir en mode oh là là, c'est le cadeau que je me suis fait pour mon anniversaire, regardez comme il est trop beau. Tu le sais direct que c'est complètement faux. Après tu vas sur le site, tu vois pas de mention légale, tu vois, enfin c'est une catastrophe, et tu te rends compte qu'en fait la marque te demande tes données, donc en fait rien n'est gratuit. Voilà, donc je trouve que certaines choses se voyaient comme le nez au milieu de la figure, et c'est important de le faire avec humour. C'est d'ailleurs dans un des épisodes d'En toute intimité en novembre 2022 que l'élu du Parti socialiste Arthur Delaporte a annoncé donc la loi influenceur qui vise à réguler le secteur. C'est assez rare, c'est vrai, qu'un homme politique choisisse une émission comme la tienne pour faire une annonce officielle. Comment ça s'est passé en coulisses ? C'est toi qui l'as invité ? Vous vous êtes rencontrés ailleurs ? Comment ça s'est passé ? J'avais vu une de ses prises de parole à l'Assemblée nationale justement par rapport à un placement de produit, un placement déplacé comme je dis, de Maëva Guénam à l'époque, et j'avais trouvé son intervention couillue, audacieuse, pleine d'humour, alors que le fond était très sérieux, et je me suis dit oh là là, je veux qu'Arthur Delaporte vienne m'expliquer pourquoi il a fait cette prise de parole, et il m'a répondu favorablement. Il n'a pas été snob comme beaucoup peuvent l'être, en mode oh là là, il reçoit des influenceurs ou des candidats de télé-réalité, et je crois même qu'Arthur Delaporte en vrai était le premier politique que j'ai reçu, parce que depuis il y en a eu toute une flopée, il y en a plein qui vont arriver également, et on a pu échanger avec Arthur Delaporte justement sur le business du placement de produits, les enjeux du placement de produits en France, comment l'encadrer alors que alors que plein de choses étaient déjà dans la loi. Je pense par exemple à la publicité de la chirurgie esthétique. On était tous censés savoir que c'était interdit de faire la promotion d'un médecin ou d'un chirurgien esthétique. Pourtant, beaucoup le fallait. Mais apparemment, ils avaient besoin d'une loi qui porte le nom influenceur pour pouvoir le prendre un petit peu plus au sérieux. C'est intéressant que tu parles des politiques, parce que c'est vrai que c'est un des derniers développements de ta chaîne, un peu inattendu pour le coup. Depuis quelques mois, tu interviews donc des responsables. On a vu les députés Rima Hassan, Sébastien Delogu de LFI, mais aussi par exemple Sébastien Chenu, député du Rassemblement National. Pourquoi tu as eu envie d'ouvrir ce nouvel arc ? C'était quoi tes objectifs derrière ? Eh ben, tout simplement parce que je trouve que les politiques sont des candidats de télé-réalité comme les autres. Avant, je disais à mon mec quand on était sur le canapé, moi j'adore regarder Quotidien sur TMC, et je trouve qu'ils font des super sujets avec les politiques, et je lui disais régulièrement, mais c'est dingue, on dirait des candidats de télé-réalité. Après tout, si tu les analyses, ils font des buzz comme les candidats de télé-réalité, ils sortent des punchlines comme les candidats de télé-réalité, ils se clashent comme les candidats de télé-réalité, ils ont des égos démesurés comme les candidats de télé-réalité. Ce sont des candidats de télé-réalité comme les autres. Ils ont les mêmes fonctionnements, à la différence que ce sont des législateurs. Mais au niveau de la forme, les codes sont un peu identiques. Et je trouve que c'est tout simplement une continuité classique. J'avais tendance à me dire, quand je serai vieux, je pense que je finirai dans les interviews politiques. Et un jour, je me suis dit, mais non, en fait, la politique, c'est pas que pour les vieux. Pourquoi est-ce que je vais attendre d'être vieux si j'ai envie de le faire maintenant ? Eh ben, je le fais maintenant. Est-ce qu'il y en a qui ont refusé de s'asseoir sur ton canapé ou pas ? Refusé ? Non. Certains qui me laissent en lu, qui me ghostent, oui. Comme les candidats de télé-réalité aussi, ça arrive. Mais très honnêtement, j'ai été hyper étonné de me rendre compte à quel point les politiques me disaient oui plutôt facilement. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis sur les politiques sont des candidats de télé-réalité comme les autres. C'est un peu triste et effrayant aussi quelque part. Mais tu vois, par exemple, quand tu fais une interview avec une star de télé-réalité, s'il y a une petite erreur ou un petit mensonge quelque part, à la limite, c'est pas très grave. Quand c'est des politiques et qu'ils essayent de te vendre un discours et qu'il peut y avoir un peu de manipulation derrière, ça peut l'être un peu plus. Quelle prudence tu peux avoir par rapport à ça ? Alors déjà, on oublie une chose, c'est que les législateurs sont des êtres humains comme tout le monde. Il y a un gros problème dont on ne parle jamais, je trouve, dans notre pays, c'est qu'on voit le législateur comme
comme quelqu'un qui ne doit avoir aucune faiblesse, aucune faille. Et j'en parlais justement avec Sandrine Rousseau qui me disait c'est un véritable problème parce que nous sommes là justement pour faire appliquer la loi, les 35 heures, il y a des règles, il y a un cadre, le repos, il faut faire attention à la santé mentale, mais eux, en tant que politiques, ça n'existe pas. Ils travaillent du lundi au vendredi et le week-end, ils sont dans leur circonscription. Et c'est un véritable problème dont il faudrait parler, c'est la santé mentale aussi des politiques, parce que pour pouvoir être bien géré, d'ailleurs il y a une expression en anglais qui dit leading by example, c'est le management, le fait d'être dirigé entre guillemets par l'exemple. Mais si eux n'ont pas accès à ce repos, si eux n'ont pas accès à cette pleine santé mentale, à ce décrochage, comment est-ce qu'ils peuvent véritablement bien nous gouverner et nous demander de le faire pour nous-mêmes? Et le public, ton audience, il valide ces interviews-là? T'as des bons retours, pareil que sur tes interviews de candidats? Alors j'y connais strictement rien au foot, mais j'ai remarqué que c'était un petit peu comme dans un stade. C'est genre quelqu'un qui est de gauche, ouais c'est génial, t'es trop bien, ça me dira t'es trop bien. Quand c'est quelqu'un de droite, ouais je te déteste, t'es à gerber, pourquoi tu l'as interviewé? C'est beaucoup plus clivant quoi, c'est ça. C'est plus clivant. Je me suis rendu compte de toute façon que je ne pourrais contenter personne, donc je m'écoute moi, je n'écoute personne. Tu as bien raison, merci Sam d'être passé nous voir. Bravo pour la longévité de ta chaîne YouTube. Merci pour l'invitation. Qui fête ses 10 ans, on le rappelle. Merci à toi et puis tu repasses quand tu veux. Avec plaisir. Avec plaisir.